Oh là. Oh là 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 là. Oh mais. Il y a même le smartphone qui crame. Faut arrêter LG maintenant, hein. Voilà. Il y a de la luminosité, hein. Ça va être la totale, je sens, on va bien se marrer ensemble. En plus, j'ai la voix littéralement éraillée parce que j'ai un peu la crève. On va passer un moment super, délicieux. Et je vais pas arrêter de faire des bêtises. Ils ont encore tout poussé à fond chez LG. Rien que pour embêter les concurrents. Allez, c'est parti. Mais oui, mais oui, mais oui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un téléviseur. Ouais, test d'un téléviseur, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, depuis le modèle Panasonic je crois. Vous avez dû vous dire, mais il va plus en refaire l'autre ou quoi, il a pas le temps. Et un petit peu de ça, j'ai beaucoup voyagé et j'ai du mal à les mettre dans les valoches. Donc si tu veux, il fallait que je trouve une semaine dans ce studio pour faire ce test de téléviseur LG C4. Alors la série C chez LG, c'est symbolique chez moi, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert avec le test de la C10, donc la CX. Donc c'était le début d'une aventure dans ma carrière avec la série C. La série C, c'était la série de tous les excès. Chez LG, la série la plus successful, c'est vraiment celle qui se vendait le plus, avec les premiers modèles il y a 4-5 ans, avec carrément 4 ports HDMI 2.1, du DTS audio, bref, c'était vraiment un monstre, une bête de compétition, les C. Et au fur et à mesure, il y a un truc qui s'est passé dans la gamme LG, c'est qu'il y avait les C et les G, donc C1, C2, G2, et à un moment donné, il y a une petite scission. Alors, les G sont mis à progresser super fort techniquement avec l'arrivée de ce qu'on appelle des dalles MLE, avec les micro-lentilles. Donc, la G3 était un monstre de compétition. Et là, ça a été le début de la scission réelle entre la gamme C et la gamme G. Donc, la G, la version galerie, très haut de gamme techniquement, et les C, voilà, qui étaient là et qui faisaient un peu la gueule, qui ronronnaient un tout petit peu. Et je me suis dit, bon, la C3 était très sympa, et qu'est-ce que LG va faire sur la C4, sachant que la C4 n'a toujours pas de dalle micro-lentille, et justement, les modèles G3 et G4 chez LG ont les dalles MLE, donc micro-lentilles, censées faire concurrence au QD OLED de Samsung et Sony. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans le monde de l'OLED qui était dingue, c'est ce côté où les C, voilà, les modèles sont des modèles costauds, c'est des modèles qui sont là pour le grand public, les modèles les plus vendus, mais qui ont un peu ronronné. Tandis que d'un côté, on avait les QD OLED qui boostaient de tous les côtés, et les modèles G3 et G4 qui sont des bêtes de compétition également. Donc qu'est-ce que LG a pu faire sur le C4 qu'il n'avait pas fait sur le C3? Et c'est là le challenge de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il s'est passé des choses. C'est peut-être pas évident, mais oui, il s'est passé des choses. Donc au menu de la vidéo, descriptif. Qui es-tu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait sur le produit pour le différencier un peu, beaucoup passionnément à la folie du C3? Après, il y aura bien sûr mes essais sur le terrain. J'ai passé une petite semaine, voilà, ici, en train de regarder le produit, parce que je l'ai eu pendant une semaine pour moi tout seul dans ce studio, pour regarder ce qui se passait par rapport à ce que j'avais vécu, notamment avec les G, donc G3, G4, avec le C3, avec les QD OLED. Alors, il se situe comment? Est-ce qu'il est à la ramasse? Ou bien, malgré tout, le C4 est une merveille, c'est un ovni. On va faire ça. Après, bien sûr, l'homme de la situation sera là, Sylvain, avec les mesures. Donc, il a sondé la dalle pour savoir si oui ou non il y a des réels progrès entre le LG C3 et le LG C4. On va bien se marrer. Après, il y aura les plus et les moins. Super important, les plus et les moins, avec en même temps un résumé. Je rajoute des trucs dans les plus et les moins pour avoir comme ça un condensé de ce qu'est ce test. Une petite conclusion comme ça pour être cool. Après, vous dire à quel point c'est super de se retrouver pour faire des tests de téléviseurs. Il y en a un maintenant, il y en a un autre qui va arriver après. Je crois que ça va être un Philips. Parce que je me suis dit, ça y est, la vidéo va faire 2 heures. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est le mois de novembre. J'ai pas fait de test de télé depuis le Panasonic quand même. C'est bientôt le Black Friday. C'est bientôt Noël. Je vais pas les laisser comme ça, mes petits loulous. Je vais leur faire quelques petits tests de télé. Il y aura une petite surprise également avec Sylvain qui va arriver sur la chaîne. Allez, on commence par le tour du propriétaire. Qui es-tu? Es-tu réellement différent du C3 ou es-tu un écran de fumée? Hop, ça vous avait manqué quand même le lancer de tablette de la taille d'un téléviseur. La gamme C chez LG, ce sont de nombreuses diagonales, vraiment cette fois-ci. Ils ont vraiment un tigre dans le moteur. Alors 42 pouces, 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, c'est celui-ci, 65 pouces, 75 pouces et 83 pouces. Attention, les deux premières diagonales, donc 42 et 48, c'est pas la même dalle. Voilà, c'est une dalle allégée, Canada Dry. Tandis que celle-ci, voilà, à partir de 55-65, donc 75-83 pouces, c'est la même dalle. Les tarifs approximatifs
au début du mois de novembre, hein, avant que ça chuchute, because Black Friday, Noël et autres, 1000 euros, là il me fait la gueule lui, 1000 euros, c'est presque comme du live, mais en pire, 1000 euros, 1300 euros, 1490 euros, 1990 euros, 2990 euros ou bien 5000 euros pour le modèle le plus grand, sachant que maintenant la moyenne des diagonales des produits vendus en France c'est 65 pouces quand même, c'est-à-dire que 55, c'est pas petit, ça devient petit, c'est effrayant, c'est vous ça. À noter, il faut le dire aussi, que le concurrent coréen de LG, donc Samsung, a également des modèles 42 et 48 dans sa gamme OLED. Parce que maintenant, ça devient le gros concurrent de LG dans le monde de l'OLED, sachant qu'à ma connaissance également, le 42 pouces n'est pas pour l'Europe, c'est uniquement États-Unis. On va aller à l'intérieur du produit, du côté de la dalle OLED utilisée. C'est une dalle qu'on appelle Evo EX chez LG. C'est une série de dalles qui est classique, entre guillemets qui est classique parce qu'elle n'a pas de micro lentille, c'est pas du MLA comme sur les G3 et G4. Mais à mon avis, c'est passé un truc, ils ont dû l'électrifier un petit peu, l'électriser même. C'est un peu différent du C3. Et le truc important, c'est déjà l'épaisseur. L'épaisseur, c'est uniquement 5 mm d'épaisseur. C'est assez dingue, hein. C'est vraiment une dalle qui est très très fine, avec bien sûr un bloc électronique hein, qui se situe en bas. Et on a également quelque chose de très très bien, c'est que ici, l'encadrement, c'est 4 mm uniquement. Il y a donc 4 mm d'espace entre l'apparition de l'image et le bord. C'est vraiment très très slim, hein. On peut accrocher le téléviseur sur un mur si on le veut grâce à un système VESA. Dans le cas où vous avez une barre de son, vous avez 6,5 cm pour insérer la barre de son. Sinon, vous placez le téléviseur directement accroché au mur et la barre de son où vous voulez. En plus, si c'est une barre de son LG, ça peut être sans fil et tout avec le WOW Orchestra. Un truc de délire. Alors que sais-tu faire? Alors c'est tout simple, la dalle est Ultra HD 4K, compatible 144 Hz. Donc en effet, si vous branchez un PC sur ce produit avec un jeu qui sera en 144 Hz, vous aurez du 144 Hz. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Les HDR acceptés, HDR10. Le Dolby Vision IQ, donc avec le petit capteur qui vous dit il fait jour, il fait nuit, donc je gère le Dolby Vision, vous voyez les images à l'écran, ainsi que ce qu'on appelle le Hybrid Lock Gamma, le HLG, pour les diffusions HDR en direct. À ma connaissance, l'anti-reflet est le même que sur le LG C3. Je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Par contre, il y a une évolution du processeur parce qu'à chaque génération, LG fait monter son niveau technique du processeur avec notamment toujours une évolution de l'intelligence artificielle qui vous aide à avoir des belles images. Cette fois-ci, on a un processeur Alpha 9 4, génération 7, qui, paraît-il, fait la hola, en effet, à l'IA, à l'upscale. Je rappelle ce qu'est l'upscale, c'est quand vous rentrez des sources dans ce téléviseur qui ne sont pas du tout des sources 4K. Lui, il doit travailler derrière. Il se dit, bah voilà, c'est pas du 4K, c'est soit du standard, soit du Full HD, soit un truc que je comprends pas trop. Et lui, il doit travailler pour afficher une image qui fait 8,3 millions de pixels. C'est à ce moment-là que le processeur a sa super importance, parce que si c'est mal fait, c'est la cata complète. C'est-à-dire que vous allez avoir des images qui sont avec des rémanences, du crénelage, vous allez avoir des pixels comme ça. Donc l'idée d'avoir ces processeurs qui sont entre guillemets aidés par des algorithmes, c'est parvenir à une analyse d'image en temps réel pour justement permettre à ces monstres-là qui coûtent quand même un peu une blinde d'avoir des images qui n'étaient pas 4K, qui sont mises en 4K avec une définition acceptable. Soyez pas en train de vous dire « Oh là là, combien j'ai payé ça ?» Mais oui, en même temps, tu mets des vieux DVD, que veux-tu que je te dise? Ça fait partie des performances annoncées par LG comme étant mirifiques, incroyables, extraordinaires, amazing sur ce téléviseur. On résume l'idée du processeur, c'est le traitement de l'image. C'est-à-dire que quand vous avez une image qui apparaît à l'écran, c'est parce qu'elle a été traitée par un processeur. Donc quand je vais vite comme ça à toute vitesse, il faut que ça tienne derrière, il faut que ça s'affiche vite. Ça, c'est le processeur qui va travailler tout ça pour que ça soit au mieux, quelle que soit la source entrante. Ça qui est important. Oh, on va pas se mentir, il n'y a quand même pas un fossé gigantesque, même il est tout petit comme ça, entre le C3 et le C4 concernant les fonctions principales. C'est-à-dire que là, on a un processeur qui s'appelle maintenant génération 7, mais le 6 fonctionnait très très bien. Ils ont dû peaufiner un petit peu les algorithmes pour dire on va faire un petit peu mieux de tous les côtés. Le menu gaming, très important chez LG parce que ce sont quand même les rois du gaming et autres, reste inchangé. On a la Game Bar, on a tout ça pour aller très 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 vite. C'est un truc qu'on fait très facilement avec ces produits-là parce que la plupart du temps, quand j'ai des potes gamers autour de moi, je leur dis vous prenez un LG parce que ça va vite et qu'il n'y a pas trop de problèmes. On verra tout à l'heure justement avec Sylvain si les caractéristiques sont très bonnes au niveau de la latence ou autre et si en même temps la colorimétrie est bonne. Mais globalement, ce n'est pas des produits à problème au niveau du gaming. La dalle, c'est fait de l'électronique, l'OS, WebOS 24. Alors l'OS, c'est ça, c'est le menu. Alors il y a un truc qui était très triste quand on achetait un téléviseur LG et chez d'autres. Également, par exemple, le modèle de 2021, quand il y avait le modèle 2022, on n'avait pas le droit à l'OS qui suivait. C'était un OS par an. On n'avait pas de mise à jour, heureusement. Heureusement, ça a changé chez eux et chez d'autres. Il y a le mode Renew, enfin, le protocole Renew. Ça fait quand on achète un téléviseur LG maintenant, grâce à Renew, on a 5 années de mise à jour.
Ah, c'est pas du luxe, hein. Et c'est reparti un petit peu en arrière, je crois. Il y a une vidéo sur la chaîne, je suis parti en 2022, on arrive encore à avoir des mises à jour. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve important de permettre aux gens qui ont acheté un téléviseur qui coûte quand même une blinde, d'avoir des mises à jour sur l'OS. Il y a des trucs qui arrivent sur les OS en plus. Là, sur le modèle cette année, il y a justement Free en tant qu'opérateur qui est arrivé sur l'OS. On attend les autres opérateurs parce qu'il y a des marques concurrentes comme Samsung qui ont tous les opérateurs. Eux, c'est un petit peu au fur et à mesure que les opérateurs arrivent au niveau des applications ici. Parce qu'il y a quand même vachement de trucs, hein. Vous allez voir dans le menu à l'écran, il y a beaucoup de monde maintenant sur WebOS. On n'est plus sur un truc qui est indigent. Il y a énormément de possibilités offertes par l'OS. Et nota bene, il y a des trucs que j'aime bien, moi. Et je vous le dis à chaque fois parce qu'on le fait en direct. C'est le menu qui est là. Le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ma petite merveille. Je suis là, je suis content comme tout, j'ai mon tableau de bord. Je sais où j'en suis parce que le téléviseur est un hub. Là, évidemment, comme c'est LG, ils ont fait joujou en nous mettant directement en premier LG ThinQ, donc l'écosystème LG. Nos téléviseurs peuvent venir gérer tout ça. Vous avez plein d'autres modes qui permettent d'avoir justement, grâce à Matter, un contrôle de votre domotique, de l'éclairage, l'électroménager, tout ça. Et toujours ici, un truc que j'aime bien, où on en est. Pourquoi? Là, c'est l'Apple TV, justement, elle est ici. On fait une preview de l'Apple TV. Après, on sait ce qu'il y a. Il y a le Live TV antenne, donc c'est une antenne qui est connectée, les boîtiers. Il y a Chromecast, AirPlay, dans le cas où on veut balancer comme ça de la musique au travers du téléviseur vers AirPlay. Ça devient compliqué, hein, tout ça, hein. Mais c'est ce qu'il peut faire, Pépère, et j'aime bien, on parlera de ça tout à l'heure aussi, hein. Vous avez vu? Toujours la même, hein. Dans le noir, c'est noir, hein, vous voyez rien du tout. Hein. Vous voyez, j'ai pris la voix grave pour vous le dire parce que c'est plus possible. Là, c'est waouh. Ma petite séquence en immersion pour parler de l'audio. Je sais que vous souhaiteriez qu'il n'y ait presque pas d'audio et que le produit coûte moins cher pour mettre votre barre de son et votre système, je le sais. Mais quand ils font des petits sondages dans le monde, visiblement les gens ont envie d'avoir un téléviseur qui fait de l'audio correctement pour pas avoir acheté chez moi une barre de son. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, avec ce qu'il veut. Alors l'audio c'est 40 watts avec 2 woofers et 2 haut-parleurs traditionnels. Il n'y a pas de haut-parleurs d'élévation sur ce produit. Hein. On n'est pas chez Panasonic, donc il n'y a rien qui va sortir par là, rien de tout ça. Alors il faut savoir que le téléviseur est capable de comprendre tous les Dolby, donc Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, et de virtualiser. Il va virtualiser. Vous voyez, le son, il est là. Imaginez, vous avez Dolby Atmos, il va fabriquer, au revoir, il va fabriquer, protection de la dalle quand même, hein, il va fabriquer du 9.1.2. Donc il va utiliser des algorithmes pour basculer le son de tous les côtés. Alors concernant le vase de Soissons, j'appelle ça comme ça, hein, je préfère, le DTS. Le DTS n'est pas traité par le téléviseur. Il ne veut pas en entendre parler dans le sens où il ne va pas le traiter. Par contre, il peut le faire transiter au travers de ces circuits. C'est-à-dire que si vous avez du DTS qui se pointe, il va arriver, coucou, je suis là, et il va partir vers la barre de son. Mais lui, il va pas vous mettre un mode DTS, machin, un truc. Non, mais si vous avez une barre de son, même LG, qui est DTS, le son va aller vers la barre de son. Mais lui, tout seul, il se dit, oui, non, peut-être, j'ai pas envie. C'est mes éclairages, ne vous inquiétez pas, ça crache beaucoup. C'est pas une question d'anti-reflet. Je vous connais. Vous allez dire, ouais, l'anti-reflet, machin. Oui, mais là, il y a 1000 watts d'éclairage en pleine tête. Le pauvre, il sait même plus comment il s'appelle. Donc, le DTS est géré, dans le sens où il n'est pas géré. Mais vous le retrouvez à la sortie HDMI, ARC et iARC pour un matériel externe. Il n'est pas bloqué par le télé. Par contre, il est royalement ignoré. Voilà. C'est la différence avec d'autres marques qui, elles, le gèrent de façon plus traditionnelle avec un mode DTS et autres. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce modèle. C'est une petite section audio comparée au modèle G, notamment, qui ont une plus grosse section audio. C'est des modèles plus onéreux. Voilà, là, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on attend d'un produit dans cette gamme de prix en OLED. Sachez que le LED, c'est cher, hein, c'est bien là le problème. Et un produit qui est quand même très fin, quoi. Il y a tout petit, voilà, passage ici pour l'électronique, mais globalement, le produit est extrêmement fin, extrêmement discret, très très joli, une très belle dalle. Concernant la connectique, ce ne sont que des bonnes nouvelles. 4 ports HDMI 2.1 plein pot, 48 Go, 144 Hz. Ils font pas dans le détail, hein, c'est pas 1,5. Non, non, tout est bon, tous les voyants sont dans le vert. Messieurs, dames, c'est plutôt formidable. Il y a 3 ports USB, sortie optique, bien sûr un port Ethernet. Il n'y a pas de mini jack hein, pour mettre un casque. Pourquoi? Parce qu'il y a du Bluetooth à bord. Il y a du Bluetooth, notamment Bluetooth avec un double flux. Parce que c'est important de savoir que ce modèle, et c'est pas souvent dans la profession, peut se voir appairer en Bluetooth 2 enceintes surround. Il y a ce qu'on appelle le Bluetooth Surround. Vous voyez ça à l'écran actuellement. Donc le Bluetooth Surround, c'est très très pratique. Voilà, on peut comme ça avoir des enceintes extérieures au téléviseur synchronisées avec le son. Et il y a également 2 casques possibles. Donc 2 casques en Bluetooth avec en plus le son du téléviseur. Vous choisissez, c'est comme une table de mixage. Petit truc sympa qui peut aider, on peut calibrer le son du téléviseur avec le micro de la télécommande. Il y a un mode, en plus,
réglage acoustique avec une IA, donc elle va réfléchir à notre place à tous. Donc on va démarrer, je le fais en factice hein, pour vous comme ça. On envoie un signal avec du bruit qui est là. Donc vous avez du bruit de tous les côtés, les signaux sont envoyés et le micro est activé ici. Pour ça vous voyez, voilà, c'est fait, bon c'est factice, c'est faux parce que je parle en même temps, mais ça peut aider le téléviseur à savoir où vous êtes, à 3 mètres, 4 mètres ou devant le téléviseur et calibrer au mieux le son grâce à... Hop, il y a plein de trucs à savoir encore sur ce téléviseur, si, et je résume ça dans une rubrique qui s'appelle En vrac. Alors en vrac, ça voilà, c'est les infos en vrac. Pour faire plaisir. Alors Google Cast à bord, Alexa intégré, Google Home, Apple Home pour gérer ses produits domotiques, le protocole Matter et la reconnaissance du QMS, Quick Media Switching. C'est quoi le QMS? Eh bien regardez. QMS VRR. Ça permet au téléviseur de pouvoir changer de source très rapidement sans qu'il y ait de décrochage. Et les téléviseurs LG sont parmi les seuls à faire le QMS VRR, avec notamment l'Apple TV 4K, donc l'Apple TV la plus récente qui a maintenant plus de 2 ans je crois, mais qui est QMS VRR. Donc c'est très pratique. On va très vite, boum. C'est immédiat, bling, affichage immédiat sans décrochage. Elle est pas belle la vie quand même. Juste avant de passer à mes résultats sur le terrain, j'aimerais vous parler un petit peu des réglages. Parce que là, vous avez vu le téléviseur, je vous dis voilà, ça fait ci, ça fait ça. Comment est-ce qu'on le règle? Donc pour le savoir, je vais vous mettre un petit peu de musique, une sorte d'interlude. Vous allez voir les menus à l'écran, les menus de réglage, et vous allez vous rendre compte que c'est particulièrement la même chose qu'avec les G3, G4 et C3. Il n'y a presque pas de différence, mais je vais vous mettre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les dalles comme ça, avec les petites tuiles pour dire on peut faire ci, on peut faire ça. Vous allez voir, c'est très simple de se paumer. Notamment, avant que j'envoie, il y a quand même toute une partie consacrée à l'IA. Vous avez un mode consacré à l'intelligence artificielle. Libre à vous de ne jamais y toucher. Soit vous dites je veux que tu tripotes l'image à ma place, soit vous dites no way, moi je suis un être humain, je veux le faire moi-même avec mes yeux, mes machins, mes trucs, et vous ne touchez jamais à ce mode qui est à part, hein. Ils l'ont bien joué LG. Ils ont mis un mode à part pour régler tous les paramètres de l'IA pour l'image et le son. Allez, c'est parti, interlude musical avec les petits menus présents sur WebOS 24 qui sont peu ou prou similaires à ce qu'il y a sur WebOS 23. Quand même, hein, quand même. Allez, c'est parti, musique. Hop, le mec il s'affale carrément. Ah c'est super, c'est mon moment favori ça, dans la vidéo, au moment où je m'assois avec vous en tête à tête pour parler un petit peu de mes expériences concernant le C4. Je connais bien les modèles C parce que je les teste depuis le début, le C9, CX, C10, C1, C2, C3. Donc c'est des modèles que j'ai vraiment en tête, le côté grand public de ces téléviseurs qui avancent mollo comme ça techniquement, tandis que les G sont en train de décoller. C'est quelque chose que j'ai bien en tête. Alors je me suis dit, qu'est-ce que
qu'est-ce que LG pouvait faire pour créer une transition réelle entre le C3, qui est un excellent produit, mais qui tournait déjà un tout petit peu en rond, et le C4. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? À mon avis, étant donné qu'ils ne peuvent pas mettre de dalle micro-lentille sur un modèle C, parce que ça c'est réservé au G, il faut bien différencier les gammes. Il y a donc haut de gamme, il y a une sorte de moyen haut de gamme avec ceci, et les B qui sont donc des modèles entre guillemets plus abordables, même s'ils sont onéreux. Ils ne pouvaient pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce à quoi je m'attendais. Ils ont boosté la dalle OLED qui est là, donc la Ivo EX a été boostée. Ça s'est vu tout de suite. Vous avez vu le début de la vidéo quand j'ouvre, je dis oh là là, il y a de la lumière là-dedans et tout. Eh bien, j'ai vu immédiatement, connaissant bien justement le C3, qu'ils avaient poussé la luminosité de façon naturelle, puisqu'il n'y a pas de micro-lentille, c'est pas du QD OLED. Donc, ils ont retravaillé la dalle. Ils ont travaillé certainement le circuit électronique, donc le traitement avec le nouveau processeur, enfin l'évolution du processeur, ils ont boosté les trucs. Et je m'en suis rendu compte de façon assez particulière en diffusant les premières images en HDR Dolby Vision. Je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que vraiment, il y a un sacré battement entre ce qui est clair et ce qui est sombre. Ce battement très vibrant, donc très net. Je me suis dit, bah, là, c'est évident, la dalle va plus loin que sur le C3 et c'est une façon de le détecter parce que si vous placez des images qui sont dites standards sur ce produit, vous allez vous trouver avec une image qui était très lumineuse, qui est parfaite, mais le HDR Dolby Vision demande un battement un peu différent. Si vous avez une image qui est entièrement noire, si vous avez une petite fenêtre qui est blanche au milieu, vous allez vous apercevoir que le blanc est extrêmement lumineux, comme s'il venait vers vous comme ça. C'est un truc qu'on ne peut pas toujours avoir si on n'a pas beaucoup de patates en HDR Dolby Vision. Et là, il y avait beaucoup de patates. Je me suis dit, bon, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un C3 qui est survitaminé côté luminosité. Ça, c'est mon analyse. On verra ce que Sylvain va trouver de son côté. Je me rappelle que le C3 était aux environs de peut-être 830, 840 candela, ce qui était vachement bien pour une dalle OLED. À l'époque, on était là, oh là là, c'est génial, de l'OLED qui fait presque aussi bien que le LCD mini LED, on n'en pouvait plus. Ils sont arrivés, bien sûr, les QD OLED et les micro-lentilles, on était là, oh là là, incroyable. Mais arriver à faire ça avec une dalle plus classique, donc la LG Ivo EX classique, c'est là qu'est l'exploit. On n'a pas utilisé des stratagèmes avec des micro-lentilles ou du QD OLED, non pas du tout. La dalle est naturellement lumineuse, poussée par l'électronique. Je pense qu'il y a un petit algorithme derrière pour la booster un peu, mais naturellement. On a une très belle amplitude entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Notamment ce qui est sombre, vous connaissez mon amour de l'OLED concernant le ratio de contraste naturel, n'est-ce pas? Regardez, pendant que je parle, vous avez la fameuse mire Star Wars absolument incroyable. Mais qui voilà, on va pas se mentir, l'apparition des petits points lumineux avec de l'OLED, c'est toujours très impressionnant. C'est toujours extrêmement impressionnant parce qu'il n'y a aucun rétroéclairage. Il n'y a aucune plaque de rétroéclairage nulle part. Je rappelle, ça c'est pas la télécommande du téléviseur, c'est la télécommande du lecteur de Blu-ray Oppo. Le téléviseur LG C4, comme tous les LG, n'a absolument aucune télécommande rétroéclairée. Voilà, ça c'est bien ça quand même. Ça fait vaisseau spatial. Regardez, je vous fais de l'art quand même. Là c'est même George Lucas aurait pas osé faire ça. Voilà, je me suis rendu compte assez rapidement que le C4 avait une très belle luminosité, peut-être une des meilleures luminosités naturelles pour un téléviseur OLED dit traditionnel. Je vais continuer ma petite analyse en vous disant qu'en regardant le C4 travailler cette semaine, je me suis dit tiens, on est arrivé à un niveau un peu comme le G2. Le G2, on s'est merveillé déjà de la luminosité du G2 parce qu'il poussait beaucoup sur le G2, c'est la gamme G, c'est la galerie chez LG, donc c'est pour amuser et épater la galerie. Et là, le C4 arrive à ce qu'on fait avec le G2. C'est ça qui est assez dingue, c'est que on a un produit qui est vachement lumineux, qui est très contrasté, because ratio de contraste de l'OLED. Côté colorimétrie, c'est nickel, mais je vous dis pas que c'est mieux qu'un C2 ou un C3, je pense que c'est parfaitement identique. Par contre, le truc qui est différent, c'est le côté peut-être un peu brillant de la couleur. Si on met un bleu intégral ou un rouge intégral sur la surface du téléviseur, on s'aperçoit que c'est plus pulsé. C'est-à-dire que le rouge va être plus vibrant parce que c'est plus lumineux tout simplement. Mais la colorimétrie est la même, la définition est la même que le C3. On n'a pas de différence sur la définition de l'image ou un truc comme ça. C'est vraiment la lumière qui va faire la différence. En HDR, Dolby Vision, la présence des couleurs notamment, ça va donner une dynamique différente. Voilà, c'est le truc que je peux vous dire. Si vous avez le C3, pas de panique, vous avez un excellent produit. Même le C2, même le C1, ça reste des produits excellents. Là, vous allez avoir quelque chose qui est plus vibrant de toutes parts parce que c'est plus lumineux. Donc on pulse la colorimétrie, on pulse le ratio de contraste, on pulse le HDR, le Dolby Vision, avec un écart que moi j'ai trouvé vraiment assez intéressant entre le C3 et le C4, mais c'est pas une raison pour que vous piquiez une panique, parce que je vous connais, vous êtes comme moi je suis aussi un mec, quand on me dit les trucs, j'ai envie de changer, il faut raison garder. Le C3 est très bon, le C4, c'est un C3 avec plus de patates.
lumineuse avec le 144 Hz, avec des petits trucs comme ça, mais globalement, ça marche de la même façon. WebOS 24 n'apporte pas des révolutions, loin de là. On est sur un produit qui n'est pas un calque, c'est pas un copier-coller, c'est une copie améliorée avec une patate lumineuse derrière, du 144 Hz et autres. On sent qu'ils l'ont encore ajusté, ils ont encore poussé les trucs pour le faire se dépasser lui-même. Au début, quand on a lancé la gamme C, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ce que les C, donc de l'OLED classique, puissent atteindre comme ça des 900 ou des 1000 candela. C'était impossible à l'époque parce que c'était réservé au modèle LED, donc LCD LED, mini LED, tandis que maintenant, les LCD LED, mini LED, bien sûr, sur les modèles super performants vont très loin, mais les QD OLED ou les modèles comme les G3, G4, Panasonic, Philips avec les micro-lentilles vont très très loin. Là, c'est une version plus douce, plus sympa, plus abordable. Moi, j'aime beaucoup le produit, une image qui est vraiment très bien calibrée. En sortie de carton, moi, je trouvais que c'était nickel. Je sais pas ce que dira Sylvain. C'était très bon en sortie de carton. L'anti-reflet fonctionne pas mal. Bien sûr, là, j'ai des éclairages comme toujours. J'ai 1000. Donc, ouais, c'est ça. Là, j'ai 900 watts d'éclairage devant. Donc, le pauvre, il voit les éclairages. Il n'a pas le choix. Le C4, c'est vraiment un produit qui est parfaitement dans la lignée des C. Il avance tout doucement. C'est une valeur sûre. Il va pas dans l'excès. Il tente rien, c'est pas un alchimiste qui va faire des trucs qu'on n'avait jamais fait auparavant. Non, ça c'est les modèles G chez le fabricant. Et là, il est rassurant. C'est un produit rassurant car il est plus lumineux que les modèles traditionnels, même s'il a une dalle traditionnelle. Le traitement vidéo est nickel. La mise à l'échelle des sources qui ne sont pas 4K, c'est nickel. Ils font des gros progrès sur tout ça hein, chez LG. Bien sûr, vous allez me dire, il y a l'apport de l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai essayé. Évidemment, c'est mon rôle d'essayer ça. Je suis revenu à mes réglages classiques sans aucun problème parce que on peut l'essayer. C'est optionnel, ça peut aider pour la notion de upscale, c'est-à-dire la mise à l'échelle, c'est-à-dire que l'IA va travailler peut-être un peu mieux les images quand elle va les mettre en version 4K. Sinon, à vous de voir. Globalement, je vais résumer, je ne vais pas en faire 3 caisses parce qu'on est quand même sur un modèle qui est très proche du C3. C'est un produit qui est vachement bon, le rapport qualité-prix est super, en gaming, en cinéma, une bonne mise à l'échelle des sources qui sont DVD ou des sources Full HD, ça fonctionne bien, la dalle anti-reflet fonctionne tout à fait correctement, même si on n'atteindra pas les valeurs possibles du S95D, on a une excellente dalle anti-reflet sur le produit, il n'y a pas de warning. Il n'y a pas de warning. La section audio est sympa aussi. C'est pas un truc qui va faire vibrer tous les carreaux et faire tomber la vaisselle. Il y a du grave. C'est pas le plus gros grave du monde. Hein. Il y a du grave. L'aigu est net. Les dialogues sont clairs. C'est la même section audio à ma connaissance hein, que le C3. J'ai pas entendu de différence particulière par rapport au C3. Ça virtualise, c'est-à-dire qu'on part quand même de 4 haut-parleurs et on virtualise pour essayer de créer 9.1.2 canaux. C'est pas simple quand même, sachant qu'on a des petits haut-parleurs, comme ça on n'a même pas d'enceinte d'élévation pour envoyer du Dolby Atmos. Donc ça c'est vraiment un processing, c'est un algorithme. Ça fonctionne pas trop mal parce que on arrive quand même à avoir quelques effets. Là je vais être très clair, vous n'allez pas avoir des super effets, on aura quelques effets, mais le truc qui est important à savoir, c'est comme il n'y a pas beaucoup de haut-parleurs sur le produit derrière moi. Donc il a besoin de place pour s'exprimer. L'idéal, c'est de laisser de la place sur les côtés. Déjà ici, et d'écouter le son peut-être à 2,50 m, 3 mètres. Ça me paraît le meilleur moyen d'avoir quelque chose, parce que sinon, si on se rapproche trop, on a quelque chose de trop ramassé. Il faut lui laisser un peu l'écho de la pièce pour s'apercevoir qu'il y a des effets. Les voix sont donc clairs, il y a des modes pré-réglés, des trucs comme ça, il y a beaucoup de réglages hein, dans le produit, vous avez vu tout à l'heure à l'écran, il y a beaucoup de réglages, il y a certains modes qui sont pas très bons au niveau des voix, qui sont nasillardes et autres, c'est à vous de voir, hein, parce qu'il y a également des diverses fonctions pour l'accessibilité, les malentendants, donc c'est à vous de gérer par rapport à votre propre besoin, ce que vous souhaitez obtenir de ce téléviseur, c'est important, il y a tous les modes qui sont prévus, une puissance qui est correcte par rapport à la diagonale de l'écran. Évidemment, je vous le dis toujours dans ces vidéos, si vous avez un peu de sous-sous, rajoutez une barre de son. Si vous aimez la musique, vous avez l'application Apple Music intégrée à WebOS 24 qui est en Dolby Atmos. Je crois que c'est les seuls pour le moment à avoir le Dolby Atmos intégré à l'application, pas à l'Apple TV, hein, à l'application sur le téléviseur. Si vous voulez un bon C, prenez le C4. Si vous avez le C3, gardez-le. C2, gardez-le. C1, gardez-le. Ça reste une excellente ligne de produits qui évolue tout doucement, mais qui évolue doucement et sûrement, en rassurant les gens, en disant voilà, c'est votre gamme de produits favorite, on les fait bouger juste un petit peu. Là, on vous met de la lumière en plus, c'est pour un meilleur HDR, un meilleur Dolby Vision. Mais le reste peu ou prou similaire. Voilà, je l'ai fait bien, hein. Ça fait moins de 3 heures. Parce que en général, quand je parle d'un téléviseur, je mets vachement de temps. Et là, c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, moi je peux vous raconter des tas de trucs, mais je me suis dit, je vais essayer de résumer. Ce qui est absolument impossible d'ailleurs me concernant, de résumer. Maintenant, on va aller voir Sylvain, qui lui a fait des tas de mesures pendant une semaine et qu'en peut plus. Donc on va le voir, il est en grande forme. Contrairement à moi. Allez, Sylvain. Envoyez Sylvain!
chaud. C'est à moi de descendre. Oh bah, bonjour Sylvain. Salut Pépé. Dis bonjour à tout le monde à ton fan club. Salut tout le monde. Ça fait une éternité qu'on s'était pas vu. Quand même pas, quelques mois, quelques semaines. Ah oui, ouais. normalement on a des tests de téléviseurs toutes les semaines, mais là on a essayé de faire un petit peu moins, mais faire des téléviseurs on avait vraiment envie de faire à fond. Ouais, et puis Donc, t'as décidé de passer d'autres produits surtout, voilà. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Non, parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné je voulais pas que les gens aient des tests de téléviseurs tous les dimanches, quoi. Donc on a dit on allait alléger, mais toi t'en fais partout avec Frandroid. Oui, je continue, hein, bien sûr. Sur Frandroid. Donc Sylvain, on parle d'un produit qu'on aurait peut-être dû faire ou pu faire pendant l'été, mais on s'était dit non, LG C4. Tout à fait. On attaque tout de suite sur les mesures, donc. Ouais, parce que tu as déjà parlé du j'ai téléviseur. parlé du produit, mais tu vois Sylvain, le truc c'est que les gens ont bien compris que le produit s'est pointé. On avait l'impression sur le papier qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec le C3. Qu'est-ce que disent les mesures? Alors, ces fameuses mesures. Donc, sur ce téléviseur OLED 65 C4, donc que j'ai mesuré avec une diagonale de 65 pouces, on a pu mesurer un pic de luminosité de 1021 candela par mètre carré. En mode filmmaker, toujours. Ce qui est beaucoup. Ce qui est pas mal du tout, effectivement. C'est une progression par rapport à l'année dernière, puisque sur le C3, j'avais mesuré 835 candela par mètre carré. Donc, il y a en effet, comme moi je l'avais noté également, beaucoup de lumière qui sort de ce produit. Alors, tu sais pas ce que j'ai dit avant, parce qu'on se parle pas avant, Sylvain et moi. Moi, j'ai dit que j'ai l'impression que c'était la luminosité du G2, avant qu'on passe au MLA. Donc, on est presque, j'allais dire, à une sorte de crête de ce qu'on peut faire quand on n'a pas de micro-lentille. Tout à fait. On verra ce que nous donnera le C5. Sylvain, c'est monsieur tout à fait. Tout à fait. On continue avec les mesures. En mode filmmaker, pour des images SDR, j'ai pu mesurer un delta E moyen de 1,49. Donc c'est excellent, c'est inférieur à 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Et la température des couleurs, monsieur Sylvain? Alors la température moyenne des couleurs obtenues sur ce téléviseur C4 a été mesurée à 6331 Kelvin. Voilà, ça dévie un peu. Ça dévie un peu. Voilà. Tout à fait. Sachant que la valeur idéale, c'est 6500. Exactement. Kelvin. Le gamma moyen a été mesuré à 2,38. Donc c'est excellent. Et quand vous regardez la courbe, elle est quasiment parfaite. Il y a vraiment très très peu de dérives, quelle que soit la valeur d'échelle de gris. Le contraste a été mesuré comme étant quasiment infini. On éteint la lampe. Et on dit, bah tiens, regardez, il fait noir. Bah oui, t'as éteint. Exactement. C'est la technologie qui veut ça. Magnifique. On passe maintenant aux mesures en mode HDR, toujours en mode filmmaker. Le delta E moyen a été mesuré à 0,96. On est dans les records quand même. Ouais, là, on est dans les records. Excellentissime. Super précis. Ouais. Toujours très inférieur à 3, donc calibrage parfait en sortie de carton. Le pic de luminosité, toujours en mode filmmaker, je le rappelle, 1021 candela par mètre carré. En plein écran maintenant, on est à 214 candela par mètre carré contre 155 sur le C3. Donc c'est également une bonne performance. Il pousse. Hein. Ouais. C'est vrai que toi, t'as pas encore vu la vidéo, justement. Mais au début, j'ouvre la vidéo avec certaines images où on s'aperçoit, dès que je l'ai mis en route, que le C4 balançait de la lumière, quoi. Et j'ai eu la sensation d'avoir en effet cette lumière du G2 qui devait être, on regardera les données, je le mettrai à l'écran, le G2 était très lumineux avant qu'on passe au MLA justement. Exactement. Pour le comparer également, par rapport au G4, donc avec MLA, on est à 257 candela par mètre carré en plein écran. C'est une performance, hein. C'est une performance pour de l'OLED qui n'a pas d'artifice autour. Alors on passe aux autres modes, puisque pour l'instant on était sur les modes filmmaker, le mode cinéma qui est également très bon, avec un delta E de 0,96, parfait, calibrage impeccable. Le pic de luminosité dans ce mode-là a été mesuré à 1034 candela par mètre carré, donc c'est excellent. Alors attention, ensuite on passe à des valeurs qui sont légèrement moindres. Le mode accueil cinéma. Oh bah oui, mais dès que tu vas dans les trucs comme ça... Non, aussi, pas tout à fait encore. Quelle ça idée, va. quelle idée, sur celui, ça reste tout à fait acceptable, on est à 2,42. En dessous de 3, c'est bien. Pour un pic de luminosité de 1036 candela par mètre carré. Par contre, le mode standard, alors c'est pour ça qu'on vous conseille régulièrement de changer le mode d'image et de ne pas laisser le mode standard, qui est le mode activé par défaut. On est à 6,98. Il ne faut pas l'utiliser celui-là. Le pic de luminosité était mesuré à 1045 candela par mètre carré. Oui, mais la colorimétrie, ça pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Effectivement. En mode optimiseur de jeu, on est à 5,5, donc au-dessus de 3 aussi, sur le delta E, la fidélité des couleurs, et un pic de luminosité de 1087 candela par mètre carré. Il n'y a pas moyen de le corriger, ce delta E, sur la partie gaming. Il y a un trick ou il n'y en a pas sur celui-ci? Non, il n'y en a pas. On passe maintenant à la couverture des couleurs. Oui. Alors, le REC 709 est couvert à 98,2%.
Le DCI-P3 est couvert à 97,74%, donc c'est parfait. Et le BT2020 est couvert à 72,79%, donc c'est excellentissime. C'est pas du QD OLED, donc on est sur QD OLED, des valeurs normales de ce que peut faire l'OLED. Si vous voulez une couverture des espaces colorimétriques plus importante, il n'y a que le QD OLED qui le peut pour le moment. Tout à fait. C'est le seul qui est capable de le faire de cette façon-là. On passe maintenant vraiment à la partie gaming, notamment sur le temps de retard à l'affichage. Le fameux input lag a été mesuré à 13 millisecondes. Donc c'est excellent. Et là, pour le coup, on peut faire quelque chose. On passe en mode, toujours, c'est bizarre, renforçateur activé. Appuyez dessus, c'est tout. Regardez Voilà. pas le libellé. Et on passe ce coup-ci à 9,2 millisecondes. Donc un des meilleurs. Excellent, l'un des meilleurs. Le meilleur, c'est que ça reste quand même le Panasonic, le Z95A, qui a été mesuré à 8,9 millisecondes. Je vous mets au défi quand même de voir la différence entre les deux. On termine par la consommation. J'ai pu mesurer une consommation moyenne de 52 Wh sur ce téléviseur contre 50 pour celui de la génération précédente. Et en mode HDR pour le coup, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 61 Wh contre 58,5 pour le C3. Ça reste tout à fait raisonnable. On rappelle qu'on a fait des mesures sur le modèle 65 pouces. On n'a pas fait ni le 42, 48 qui n'ont pas les mêmes dalles, ni les autres. Exactement. Voilà. Nous, c'est 65 pouces qu'on a testé Tout à fait. tous les deux. Écoute, ce qu'on peut dire, parce que là, on approche de la conclusion, c'est que le C4, c'est un C3 qui est boosté avec la luminosité. Ils sont débrouillés avec le processeur, avec tout ça, qui permet d'atteindre des hautes performances. C'est parmi les meilleures notions de luminosité qu'on peut avoir sur un OLED actuellement. OLED classique. OLED classique sans couche LMLA. Sans QD OLED, sans MLA, sans les micro-lentilles, c'est parmi les meilleures performances qu'on puisse trouver. Tout à fait. Et un calibrage, effectivement, qui est parfait si on active le bon mode. Attention. Ouais, c'est pour ça qu'on vous a dit ce qu'il fallait faire. Merci Sylvain. Bah merci Pépé. Salut. Salut. Les plus, il y en a autant que les moins. C'est pour vous dire, ce monument de terreur. Dans les plus, bien sûr, une très belle luminosité pour un modèle qui est OLED classique. C'est pas du QD OLED, c'est pas une dalle avec des micro-lentilles, c'est un modèle OLED classique très lumineux. Du coup, beaucoup de lumière et un HDR qui est dynamisé. HDR ou Dolby Vision, on sent l'amplitude qui est dynamisée par rapport au modèle C3. Et ouais, ça se voit. Toujours d'excellentes performances en gaming. Le traitement vidéo de ce téléviseur, donc la version 7, dispose d'un étonnant circuit d'upscale. Je rappelle, l'upscale, c'est la mise à l'échelle des sources qui ne sont pas 4K. J'ai vu des trucs assez étonnants, hein. Globalement, il peut y avoir bien sûr des trucs qui sont irrattrapables. La connectique super complète, carrément 4 ports, Ultra HD, 4K, 144 Hz, plein pot, 48 Go. On s'encombre pas, tout est possible et fort. Malgré la grande diagonale, un poids allégé. Il y a 2 ans déjà, LG s'est dit on va miniaturiser encore plus, on va enlever des éléments, on va enlever certains matériaux qui sont pas bons pour la planète. Du coup, le produit est 40% moins lourd que le même modèle il y a 2 ans. Voilà, donc c'est quand même un effort de guerre considérable, je trouve. Excellent calibrage de l'image à la sortie du carton. Ah bah voilà, sortie du carton, c'est superbe. Une section audio Dolby Atmos correcte. C'est-à-dire qu'il faut être à 3 mètres de l'image, à mon avis, à 3 mètres de l'écran pour que le téléviseur ait la place pour virtualiser. Ça dépend des pièces, par contre. On a la possibilité d'appairer 2 casques Bluetooth ou bien 2 enceintes surround en Bluetooth. C'est super rare, mais ce produit le peut. Et en plus mixer le son Bluetooth avec le son du téléviseur. Le menu, donc WebOS, vraiment excellent. De plus en plus rapide, de plus en plus de fonctions et d'applications. Et là, l'arrivée de Free sur le téléviseur. Donc les opérateurs commencent à arriver sur WebOS. Si vous avez l'Apple TV 4K dernière génération, le mode QMS, Quick Media Switching, peut vous aider. En effet, grâce justement au mode QMS du téléviseur, on peut passer d'une source à l'autre super rapidement sans qu'il y ait de décrochage ou de noir. C'est uniquement, à ma connaissance pour le moment, avec l'Apple TV 4K 2022 et les téléviseurs LG. Moi, je ne l'ai pas vu vraiment ailleurs, mais je ne peux pas tout voir, mais ça fonctionne. Un excellent angle de vision. Côté son, les signaux audio DTS ne sont pas bloqués par le téléviseur. C'est-à-dire que le téléviseur ne va pas les gérer, mais pourra envoyer le DTS au travers de l'HDMI ARC et iARC vers une barre de son externe ou un ampli ou tout ce que vous voulez, mais le DTS passe à travers. C'est pas le cas avant, hein. Sylvain vous l'a dit, le produit n'est pas très gourmand en énergie. C'est assez surprenant, on a quand même affaire à un 65 pouces. Hein. On a testé que celui-ci, nous. Hein. Mais c'est étonnant, économe. Enfin, il est cher, mais il est économe en énergie. Enfin, oui. Ça va piquer, voici les moins... Ah, je peux pas m'en empêcher, c'est cette télécommande, mais moi j'en peux plus.
LG, j'en peux plus cette télécommande, elle a beau être sympa avec la souris et tout comme ça, mais j'en peux plus, ça fait des années que je me la trimballe et je peux garantir, noir c'est noir, dans le noir on voit rien du tout, c'est-à-dire je suis là en train d'essayer de mettre le bouton de volume et je change les chaînes, enfin bref, non c'est pas possible quoi, les produits coûtent quand même cher, les modèles OLED coûtent cher, c'est une gamme qui coûte cher, c'est pas la plus chère mais ça coûte cher, et la télécommande même pas un effort quoi, la rétro-éclairée, changer un petit peu la forme et tout, faites quelque chose quoi. Pitié. Je mets dans les moins parce qu'il faut le mettre dans les moins. Il n'y a pas beaucoup d'évolution technique entre le C3 et le C4. Certes, il y a plus de luminosité, le HDR est un peu mieux géré, mais c'est pas transcendant. On sent que la série C, c'est sacro-saint. C'est vraiment la série omnisciente chez LG. On n'ose pas trop y toucher. Je dis à chaque fois que c'est une série qui se vend bien. Les gens sont rassurés quand ils achètent le produit. On essaie de pas trop bouger pour pas perdre les gens. Contrairement au G, donc les modèles galerie qui sont vraiment le haut de gamme, où on y va franco avec la dalle émêlée et autres. Là, on sent que ça avance tout doucement. Ça reste des valeurs sûres qu'on fait progresser sûrement. Tout doucement. Là, il y a quand même plus de lumière, le HDR qui est mieux géré, 144 Hz, mais c'est pas, tiens, oh, d'un coup d'un seul, il se passe un truc entre la 3 et la 4. Non, c'est pas vrai. On est encore en Wi-Fi 5. Je dis ça, je dis rien, moi. La dalle anti-reflet est la même que sur le C3. Elle n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'on a vu mieux. Depuis qu'on a testé le S95D, voilà, les mecs foutent la merde. Depuis qu'on a testé le S95D, on trouve que globalement, on se voit encore dans les téléviseurs OLED. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, même si la dalle anti-reflet fonctionne très bien. Mais vous verrez encore, bien sûr, le soleil, la baie vitrée, vous verrez tout ça. Avec tous les téléviseurs OLED, la plupart des téléviseurs, excepté les modèles de Frame, ou justement le S95D de Samsung, qui lui a marché sur la Lune. Mais depuis qu'on l'a vu, on est là, on dit, oh, si on pouvait avoir d'autres modèles qui sont comme ça, avec une date, avec l'aspect mat, ça serait cool. Mais ça marche bien. Je le mets dans les moins parce que ça vous concerne et c'est normal. Globalement, quand les gammes sont annoncées, donc chez LG, que ce soit les modèles G ou les modèles C, bah les prix restent encore vachement élevés. C'est-à-dire que là, les modèles ont 3-4 mois, donc les prix commencent à chuter, mais au lancement, les prix sont décourageants. C'est décourageant. Et justement, je ferai un jour une vidéo pour parler un petit peu de la concurrence du mini LED en face, qui, à diagonale égale, a des prix qui sont quelquefois très retenus et qui peuvent faire réfléchir. Donc, si on ne trouve pas de solution pour essayer de faire baisser les prix de l'OLED, les gens vont commencer à se dire « Ouais, ok, c'est beau, ça marche bien, c'est magnifique, mais ça coûte bonbon, quoi. » Il n'y a pas de gestion du HDR10+. Je le dis dans cette vidéo parce qu'il y a de plus en plus de contenus Amazon qui sont en HDR10+. J'en vois vraiment défiler de plus en plus. Donc ça va peut-être devenir un petit peu problématique des deux côtés. D'un côté Samsung qui dit « Moi je veux pas de Dolby Vision » et de l'autre côté Amazon qui pousse sur le HDR10+. Voilà, il faudrait que tout le monde fasse tout quand même. Moi j'en rêve, hein. 2025 peut-être. Pour les amoureux du filaire, il n'y a pas de prise mini jack, mais il y a du Bluetooth en double flux. Mais non, mais non. Mais oui, c'est la fin de cette vidéo. Ce test de téléviseur, il n'y en avait pas eu depuis 2 mois et demi ou 3 mois, les tests de téléviseur. Donc je suis très heureux d'avoir fait ce test parce que ça me travaillait la tête. Vous êtes ma communauté, je vous le dis, ça me travaillait la tête de ne pas avoir le temps de faire de tests de télé. Parce que j'ai eu le temps, bien sûr, de partir avec les écouteurs, AirPods, et partir aux États-Unis parce que les AirPods, c'est dans le sac à dos. Tandis que ça, je l'ai dit au début de la vidéo, il faut que je bloque le studio ici pendant 1 semaine, au calme, pour faire les mesures, tester, tout ça, pour m'occuper d'un téléviseur. C'est ce qu'il y a de plus long à faire. Et la vidéo est très longue à monter aussi parce qu'il y a Sylvain d'un côté, il y a tout ça. Mais j'adore faire ça. C'est mon kiff, moi je vis pour ça. Mais les téléviseurs, c'est vraiment un challenge. C'est un challenge par rapport à un casque. On part en vadrouille avec le casque, on peut faire le test au mieux de n'importe où, dans une ville, au milieu de la flotte. On peut faire tout ce qu'on veut avec le casque. Tandis que là, on est un peu coincé avec son gros baluchon. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait au mieux, Sylvain a fait au mieux, donc vous avez des informations, il y aura d'autres tests qui vont arriver avant le Black Friday et avant Noël. Il y aura un deuxième téléviseur, je crois que c'est Philips. J'ai peut-être d'autres trucs à faire et il y aura une surprise avec Sylvain si on a le temps de le finir à temps pour vous aider à acheter un téléviseur pour Noël, la fin d'année ou quand vous voulez tout simplement. Donc c'était un régal d'être avec vous. Je me suis beaucoup marré, j'essaye de monter la vidéo avec plein de petites bêtises parce que tester un téléviseur, ça donne aussi l'occasion de se marrer un peu, tout n'est pas parfait et puis il y a des tas de trucs qui sont drôles sur les produits high-tech. Voilà, ceci conclut les votes du jury PP World pour le téléviseur LG C4. D'autres tests arrivent, d'autres reportages, d'autres vidéos de voyage. Il y a plein de trucs qui ont été tournés
mais c'est le temps de montage qui est très compliqué. J'arrive pas toujours à trouver le temps pour monter. En plus, avec Tech on Me, une émission vraiment que j'adore et je suis très heureux de l'animer. Donc, un jeudi sur deux, vous avez Tech on Me avec toujours des invités incroyables, avec des thématiques incroyables. C'est en live sur ma chaîne YouTube. Donc, ici, live, Twitch en même temps, PP World. Il y a les replays, il y a TikTok, il y a plein de trucs. C'est une émission high-tech. Voilà, je rêvais de la faire. Donc, je suis encore plus heureux de savoir que ça vous plaît et qu'on a pu faire un truc avec Cyril Drevet au salon de l'auto. Il y a plein de trucs de prévus avec la PS5 Pro. Il y a plein de thématiques différentes dans cette émission. Et c'est ça que j'aime, avec des chroniqueurs qui viennent de tous les horizons. Et ça, c'est mon grand plaisir. Donc, à très vite sur cette chaîne. Prochaine vidéo, peut-être si tout va bien, mercredi soir. Si tout va mal, plus tard. Je vais voir ce que je peux faire. Ça sera un test de ouh là là. Et puis, il y aura des tests. Oh oui, bah ça, les tests, je vais essayer de rattraper. Je n'arrive même pas à le dire. Je vais essayer de rattraper mon retard. Vous savez, il est 2 h du matin, le mec, il n'arrive plus. Hein. Voilà, merci. À bientôt. C'est beau les gros plans, hein. Comme toujours. Je fais toujours les vidéos avec la honte internationale de mes valoches sous les yeux. En plus, j'ai changé 2 fois de fringue et tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au revoir.